Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Orgueil et Préjugés, écrit par Jane Austen. C'est notre septième épisode, notre septième live sur ce roman. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la description de la vidéo ainsi que dans la barre de lecture de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. De même, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Playlist et chercher la playlist et si on lisait Orgueil et Préjugés pour avoir les épisodes précédents et les épisodes à venir. Sachant que on commence doucement à arriver sur la fin. Je pense que après le live de ce soir, il restera 2 ou 3 lives pour qu'on en arrive au bout. Donc on en voit le bout doucement. En plus, on est début de semaine, alors voilà, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe cette semaine. Mais d'abord, j'accueille ceux qui me suivent en live. Bonsoir Algo, comment vas-tu? Merci de me rejoindre, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comme je le disais, premier live de la semaine. Cette semaine, il n'y aura qu'un live de lecture, que le live de ce soir. Ce qui fait que Orgueil et Préjugés, on risque de le terminer la semaine prochaine, je pense. Certainement qu'avec mardi et vendredi prochain, ça nous fera suffisamment. Euh, Pourquoi il n'y a pas de live ce vendredi? Puisque je suis censé aller à un concert de Blink 182. Même si pour le moment c'est un peu en suspens parce que les derniers concerts du groupe ont été annulés et ils étaient censés nous tenir au courant et ils ne le font pas. Donc on est un peu dans le flou et on ne sait pas trop si le concert va se faire. Et je me rends compte que j'ai oublié ma boisson. Alors attendez. Us. Us. En plus, je ne peux pas me lever devant vous, voyez-vous. Je ne peux pas me lever devant vous, voyez-vous, puisque je suis dans Calbar, puisque on est sur un live du réchauffement climatique, n'est-ce pas? On est sur un live où je suis dégoulinant de sueur. Vraiment là, c'est caniculaire au possible. C'est très très dur. Déjà, j'ai fait péter les boutons de la chemise un maximum. Le maximum que la décence me le permette. Mais c'est vrai qu'il fait tellement chaud ce soir que c'est complicado. Donc, si j'avais pas ma boisson, ça aurait été dur. En tout cas, j'espère fortement pouvoir assister à un live de Blink vendredi. Si c'est annulé, bon bah c'est tout, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, il n'y aura du coup pas de live de lecture ce vendredi, puisque jusqu'à la dernière seconde, je suis soumis à la volonté du jugement divin, n'est-ce pas? Donc voilà. Il n'y aura pas non plus de veillée a priori, je suis pas encore sûr, mais comme je le fais souvent, j'essaie de d'agglutiner toutes les choses que j'ai à faire en dehors des lives et de mes activités chez moi et ainsi de suite, sur un temps restreint dans le mois. Comme ça, je fais tout d'un coup et je fais pas plein de pauses dans mes lives. Donc voilà, j'essaie de faire ça. Donc là, je vais avoir pas mal de jours où je vais faire pas mal de trucs importants, genre concert, genre aller voir des gens, genre recevoir des gens, bref. Donc j'ai des choses à faire, ce qui fait que ce dimanche, je ne suis pas sûr d'être encore rentré. Il est possible qu'il y ait la veillée, je suis pas sûr. En tout cas, les lives de la semaine prochaine, a priori, il n'y aura pas de souci. Voilou, donc au final, je ne saute qu'un live, ça va, ça va, ça va. On terminera donc Orgueil et Préjugés relativement vite, je pense. Et ensuite, on passera, j'hésite, on va tenter la double lecture, on va tenter la lecture simultanée de 2 œuvres, une œuvre le mardi et le vendredi et une œuvre le dimanche, je pense que ça sera comme ça. On va essayer. Et pour le moment, je me tâte. Ça sera sûrement un 100 Émile de Luigi Pirandello, si je dis pas de bêtises, accompagné de Conte Nocturne de E.T.A. Hoffmann. Je sais plus c'est quoi ses prénoms, mais E.T.A. Hoffmann. Ou, ou Conte Nocturne accompagné des poésies de Mallarmé. Je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. Ou même si j'incorpore là-dedans une pièce de théâtre, pourquoi pas, c'est possible. Bref, en tout cas, je suis pas encore fixé, mais sachez que c'est ces œuvres-là que j'ai à l'esprit pour la suite. Et du coup, je vois Algo que tu t'es mis sur Babelio à balle a priori.
Ça y est, on est tous en train de choper le virus, c'est ça. Franchement, j'ai trop kiffé faire le live de dimanche. Apparemment, vous avez bien kiffé aussi, donc je suis très content. Le live de dimanche où j'ai commencé à présenter ma bibliothèque, tout simplement. Et puis discuter avec vous un peu de tous les livres qui se trouvent dans ma bibliothèque. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Donc il est vrai que j'avais prévu de faire de la lettre A à la lettre D, voire peut-être plus loin. Et oui, il est vrai qu'en 2 heures, on n'a fait que A et B. Mais ça a été intéressant de parler de tous ces livres, de tous ces auteurs, commençant par la lettre A et B. Euh, et j'espère, je pense, ça va être aussi selon vos retours, je pense, réitérer l'expérience, réitérer ce genre de live pour qu'on arrive jusqu'à Z. Et puis voilà, selon vos retours aussi, soit je les ferai très régulièrement, soit je les ferai peut-être une fois par mois, j'en sais rien. On va faire quelque chose comme ça. J'en profite aussi de ce début de live pour vous dire une petite, voilà, une petite recommandation, si je puis dire. D'ailleurs, il faut que je le renseigne sur Babelio, puisque sur Babelio, vous avez peut-être vu que dans la rubrique En train de lire, il y avait bien entendu Orgueil et Préjugés, mais il y avait également le 8e sortilège, deuxième roman de la série Les Annales du Disque Monde, écrit par Terry Pratchett, que j'ai terminé il y a une grosse heure. Donc voilà, je viens de terminer ce roman. Petit roman, 250 pages, tranquille. On est sur de la fantaisie, on est sur de la fantaisie parodique, mais vraiment très très parodique. Et je vais vous dire ce que j'en pense, c'est déjà un peu ce que j'ai dit lors du live de dimanche, je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai eu la même sensation, voilà, je vais utiliser cette métaphore, qu'en lisant Kid Paddle ou Titeuf quand j'étais petit. C'est-à-dire que quand j'ai lu Kid Paddle et Titeuf quand j'étais petit, le tome 1, Kid Paddle et Titeuf étaient pas bien dessinés. Par contre, sur les tomes, le dessin s'est affiné, les traits étaient de mieux en mieux, c'était de mieux en mieux dessiné, et esthétiquement, je veux dire, ça avait de plus en plus de qualité. Cependant, dès le premier tome, même quand c'était mal dessiné, il y avait quelque chose. Tu sentais qu'il y avait un truc intéressant. J'ai ressenti la même chose avec Terry Pratchett, c'est-à-dire que pendant les vacances d'été, j'ai lu le tome 1, je me suis dit, il y a quelque chose, ça varie entre des passages géniaux et des passages très corrects, donc ce qui est déjà très bien, hein. Mais voilà, je trouvais que c'était assez inégal. Deuxième tome, le 8e sortilège, je sais pas, peut-être qu'il s'habitue à ses personnages, peut-être qu'il s'habitue à son histoire, peut-être qu'il s'habitue à son style, à son univers, que sais-je, mais ça prend un niveau énormissime. Pour moi, entre le tome 1 et le tome 2, il y a un gap de talent incroyable. Déjà que le tome 1 était vraiment cool, hein. Mais le tome 2, je dirais que 90% du tome 2 est génial et 10% du tome 2 est très bon. Donc franchement, si vous avez jamais lu du Terry Pratchett, foncez. Et dernier argument pour moi, Terry Pratchett est génial, que ce soit dans les idées, dans les concepts, ou que ce soit dans la forme, dans le style. Je le trouve extrêmement bon, c'est très très prenant, c'est très très drôle. Et attention, j'irai jusqu'à dire que les concepts et les idées qu'a cet homme pour faire de la parodie de fantasy sont souvent plus originales et plus intéressantes que beaucoup d'œuvres sérieuses entre guillemets de fantasy. Donc franchement, pour moi, Terry Pratchett, c'est un gros coup de cœur. Et ouais, je trouve que c'est incroyable. Il y a une ambiance jeu de rôle que j'adore. Quand j'ai lu le premier tome, j'ai dit d'ailleurs à Julien Zavadka-Pigo, a.k.a. Mirani, mon meilleur ami, que le style de Terry Pratchett me faisait penser à son style d'écriture à lui. Donc si vous aimez Terry Pratchett, allez voir Mirani, n'hésitez pas, avec Esoteria. Et puis si vous aimez l'œuvre de Mirani, n'hésitez pas, allez voir Terry Pratchett. Et si vous aimez le jeu de rôle, allez voir Mirani, allez voir Terry Pratchett, je pense que tout vous conviendra. Mais vraiment, il y a une ambiance jeu de rôle aussi que je trouve très très cool, une ambiance beaucoup d'aventure en fait. Aventure qui est très très sympathique. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, il y a des concepts qui m'ont parlé de parties que j'ai pu faire avec Julien de jeu de rôle. Euh, et dans le deuxième tome, j'ai commencé aussi à avoir des concepts. Bon, du coup, ça fait hyper bizarre de dire ça. Des concepts
se rapprochant de concepts que j'ai déjà eu, ou d'idées que j'ai déjà eu envie de développer, ou que j'ai déjà développé dans certains projets, notamment des jeux de rôle. Donc du coup c'est hyper bizarre de dire ça parce que je viens de vous dire qu'il a des idées hyper originales, hyper hyper enfin hyper bonnes, etc. Et je vous dis ah au fait ça me fait penser à moi. Mais bref, c'est vrai que j'ai trouvé une accointance et je précise ça plutôt pour vous dire aussi que peut-être je suis un peu biaisé et que j'ai cet avis-là aussi parce que ça rentre pile poil dans ma came en un sens. Je pense pas avoir de style préféré, de genre préféré très défini, très définitif, très précis. J'aime bien avoir les horizons larges. Mais c'est vrai que, ouais, Terry Pratchett, c'est pas mal fait pour mesure pour me plaire, j'ai l'impression. Voilà, c'était une petite recommandation que je fais en passant. Sur ce, je vous invite, amis et amis, avec un E, de vous installer, de prendre à boire, à manger, avec vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Et je vous souhaite la santé. Nous allons nous plonger dans la lecture avec le chapitre 46. Je vais vous lire un chapitre, puis on terminera avec 2 chapitres. Ça nous fait 10 pages et 13 pages, quelque chose comme ça. Donc le live de ce soir ne risque pas d'être forcément très très long. Mais voilà, c'est la découpe qui me paraissait la plus logique. Donc je préfère garder la logique et l'intégrité du texte au maximum. Plutôt que de me dire il faut que je lise autant de temps. Donc voilà, pour moi c'est le texte qui prime, dans la mesure du possible. On a eu... Est-ce que je vous replace l'histoire? Au final, il se passe beaucoup de choses, mais à la fois, dans les grandes lignes, on commence à voir, quoi. Grosso modo, Elisabeth, elle commence à se dire, ah, mais en fait, j'ai peut-être des sentiments pour Darcy, et puis en fait, Darcy, c'est peut-être pas un si mauvais gars. Voilà, quoi, en gros, c'est ça, hein. C'est ça, les gros événements, on va dire, dans les grandes lignes. Et je vous laisse découvrir ce qui va se passer par la suite. Oula, alors attendez. Est-ce que j'ai un problème de connexion? Parce que je vois que le chat est en train de charger. Ok, ça a l'air d'être bon. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. Si tu es toujours là, Algo, je veux bien que tu me fasses un signe s'il y a eu une coupure ou non. Parce que j'ai vu soudainement que je n'étais plus connecté au chat Twitch. Du coup, je me dis que j'ai peut-être perdu la connexion. Mais en même temps, mon logiciel ne me le dit pas du tout. Donc a priori, ça devrait être bon. Bref. On va se lancer. Changement de setup. Merci Algo pour le retour, ça me rassure. Et changement de setup, on se lance. Je te souhaite une bonne écoute Algo, bonne écoute à tous dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Chapitre 46. Elisabeth avait été fort désappointée, en arrivant à Lambton, de ne pas y trouver une lettre de Jane. Et chaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matin du 3e jour, cependant, l'arrivée de 2 lettres à la fois mit fin à son attente. L'une des 2 lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction, ce qui expliquait le retard. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortirent seuls pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Elisabeth ouvrit en premier la lettre égarée qui datait déjà de 5 jours. Jane lui racontait d'abord leurs dernières réunions et les menues nouvelles locales. Mais la seconde partie, qui avait été écrite un jour plus tard et témoignait chez Jane d'un état de grande agitation, donnait des nouvelles d'une autre importance. Depuis hier, très chère Lizzie, s'est produit un événement des plus inattendus et des plus graves. Mais j'ai peur de vous alarmer. Ne craignez rien, nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. Hier soir, à minuit, tout le monde ici étant couché, est arrivé un express envoyé par le colonel Forster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Écosse avec un de ses officiers. Pour tout dire, avec Wickham. Vous pensez quelle fut notre stupéfaction? Kitty, cependant, paraissait beaucoup moins étonnée que nous. Quant à moi, je suis on ne peut plus bouleversé. Quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre. Mais j'essaye de ne pas voir les choses trop en noir, et je veux croire que Wickham vaut mieux que sa réputation.
Je le crois léger et imprudent, mais ce qu'il a fait ne décèle pas une nature foncièrement mauvaise, et son choix prouve au moins son désintéressement, car il n'ignore pas que mon père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvre mère est extrêmement affligée, mon père supporte mieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leur ayons pas communiqué ce que nous savions sur Wickham. Il faut maintenant l'oublier nous-mêmes. Je m'interromps 3 petites secondes pour faire un coucou à tous les raiders. Et merci pour le raid, Niki, c'est super gentil, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue Ninindine, j'espère bien prononcer, tu m'excuseras. Bienvenue Nicolas. Et du coup, je reprends la lecture. Donc désolé de ne pas pouvoir discuter avec vous dans le chat, mais j'essaie au maximum de ne pas m'interrompre sur la lecture. Voilà, voilà. Bonne écoute à tous. Ils ont dû partir tous deux samedi soir vers minuit, mais on ne s'est aperçu de leur fuite que le lendemain matin vers 8 heures. L'express nous a été envoyé immédiatement. Ma chère Lizzie, ils ont dû passer à 10 miles seulement de Longbourn. Le colonel nous fait prévoir qu'il arrivera lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Je suis obligé de m'arrêter, car on ne peut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Je sais à peine ce que j'écris. J'espère que vous pourrez tout de même me comprendre. Sans s'arrêter une seconde pour réfléchir, et se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Élisabeth saisit la seconde lettre et l'ouvrit fébrilement. Elle contenait ce qui suit. En ce moment, ma chère Lizzie, vous avez sans doute déjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte. J'espère que celle-ci sera plus intelligible. Toutefois, ma pauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondre de mettre beaucoup de suite dans ce que j'écris. Ma chère Lizzie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Il vaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et Mr. Wickham, nous ne demandons maintenant qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu, car trop de raisons nous font craindre qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le colonel Forster est arrivé hier ici, ayant quitté Brighton peu d'heures après son express. Bien que la courte lettre de Lydia à sa femme leur eût donné à croire que le couple se rendait à Gretna Green, quelques mots qui échappèrent à Denis, exprimant la conviction que Wickham n'avait jamais eu la moindre intention d'aller en Écosse, pas plus que celle d'épouser Lydia, avaient été rapportés au colonel Forster, qui, prenant alarme, était parti sur l'heure de Brighton pour essayer de relever leurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu'à Clapham, mais pas plus loin, car, en arrivant en cette ville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avait amenés d'Epsom pour prendre une voiture de louage. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur voyage vers Londres. Je me perds en conjectures. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Longbourn, en les renouvelant à toutes les barrières et toutes les auberges de Barnet et de Hatfield. Personne répondant à leur signalement n'avait été remarqué. Il est arrivé à Longbourn en nous témoignant la plus grande sympathie et nous a communiqué ses appréhensions en des termes qui font honneur à ses sentiments. Ni lui ni sa femme, vraiment, ne méritent aucun reproche. Notre désolation est grande, ma chère Lizzie. Mon père et ma mère craignent le pire, mais je ne puis croire à tant de perversité de la part de Wickham. Bien des circonstances ont pu leur faire préférer se marier secrètement à Londres plutôt que de suivre leur premier plan. Et même si Wickham avait pu concevoir de tels desseins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu'elle aurait perdu à ce point le sentiment de son honneur et de sa dignité? C'est impossible. J'ai le regret de dire néanmoins que le colonel Forster ne semble pas disposé à partager l'optimisme de mes suppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai exprimées devant lui et m'a répondu qu'il craignait qu'on ne pût avoir aucune confiance en Wickham. Ma pauvre maman est réellement malade et garde la chambre. Si elle pouvait prendre un peu d'empire sur elle-même. Mais il n'y faut pas compter. Quant à notre père, de ma vie je l'ai vu aussi affecté. La pauvre Kitty s'en veut d'avoir dissimulé cette intrigue, mais peut-on lui reprocher d'avoir gardé pour elle une confidence faite sous le sceau du secret? Je suis heureuse, ma chère Lizzie, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles, mais maintenant que le premier choc est reçu, j'avoue qu'il me tarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïste cependant pour vous presser de revenir plus tôt que vous ne le souhaitez. Adieu. Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais vous demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de vous supplier de revenir tous aussitôt que possible. Je connais assez mon oncle et ma tante pour ne pas craindre de leur adresser cette prière.
Et j'ai encore une autre demande à faire à mon oncle. Mon père part à l'instant avec le colonel Forster pour Londres, où il veut essayer de découvrir Lydia. Par quel moyen, je l'ignore. Mais son extrême désarroi l'empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plus judicieuses, et le colonel Forster est obligé d'être de retour à Brighton demain soir. Dans une telle conjoncture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment et je m'en remets à sa grande bonté. Mon oncle! Où est mon oncle? S'écria Élisabeth, après avoir achevé sa lecture, s'élançant pour courir à sa recherche sans perdre une minute. Elle arrivait à la porte lorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livra passage à Mr. Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir, mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Élisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria « Pardonnez-moi, je vous en prie, si je suis obligé de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant Mr. Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre. » « Grand Dieu! Qu'avez-vous donc » s'écria Darcy avec plus de sympathie que de discrétion. Puis, se reprenant, « Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez que ce soit moi ou bien votre domestique qui aille chercher Mr. et Mrs. Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. » Élisabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient sous elle, et, comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique et, d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que Darcy ne put se résoudre à la quitter ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur et de commisération. « Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelque soulagement? Un peu de vin, peut-être. Je vais aller vous en chercher. Vous êtes toute pâle. »« Non, je vous remercie, » répondit Élisabeth en tâchant de se remettre. « Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes que je viens de recevoir de Longbourn. » En parlant ainsi, elle fondit en larmes, et pendant quelques minutes se trouva dans l'impossibilité de continuer. Darcy, anxieuse et désolée, ne put que murmurer quelques mots indistincts sur sa sympathie et la considérer avec une muette compassion. À la fin, elle put reprendre. « Je viens de recevoir une lettre de Jane avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis. Elle s'est enfuie avec... Elle s'est livrée au pouvoir de... Mr. Wickham. Vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dot, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais. » Darcy restait immobile, et muet d'étonnement. « Quand je pense, » ajouta-t-elle d'une voix encore plus agitée, « que j'aurais pu empêcher un pareil malheur, moi qui savais ce qu'il valait. Si j'avais seulement répété chez moi une partie de ce que je savais, si on l'avait connu pour ce qu'il était, cela ne serait pas arrivé. Et maintenant, il est trop tard. » « Je suis désolé, » s'écria Darcy, désolé et indigné. « Mais tout cela est-il certain? Absolument certain? » « Hélas, oui. Ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche, et on a pu relever leurs traces presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pas allés en Écosse. Et qu'a-t-on fait jusqu'ici? Qu'a-t-on tenté pour la retrouver? Mon père est parti pour Londres, et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire? Quel recours y a-t-il contre un tel homme? Arrivera-t-on même à les découvrir? Je n'ai pas le plus léger espoir. La situation est horrible, sous tous ses aspects. » Darcy acquiesça de la tête silencieusement. « Ah! Quand on m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de cet homme, si j'avais su alors quel était mon devoir! Mais je n'ai pas su. J'ai eu peur d'aller trop loin. Quelle funeste erreur! » Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre. Plongé dans une profonde méditation, il arpentait la pièce d'un air sombre et le front contracté. Élisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. Elle ne pouvait pas plus s'en étonner que condamner Darcy, mais la conviction qu'il faisait effort pour se ressaisir n'apportait aucun adoucissement à sa détresse. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même. Lydia, l'humiliation et le chagrin qu'elle leur infligeait à tous eurent au fait d'écarter toute autre préoccupation.
et plongeant sa figure dans son mouchoir, Élisabeth perdit de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon. D'un accent qui exprimait la compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait « J'ai peur, en restant près de vous, de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer, sinon celle d'une très réelle mais bien vaine sympathie. Plût à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de vous apporter quelque soulagement dans une telle détresse. Mais je ne veux pas vous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraient réclamer votre reconnaissance. Ce malheureux événement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui. Hélas, oui. Soyez assez bon pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il l'assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer et, l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Au moment où il disparaissait, Élisabeth se dit qu'ils avaient bien peu de chance de se rencontrer de nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avait fait le charme de leurs entrevues en Derbyshire. Au souvenir de leurs rapports si divers et si pleins de revirements, elle songea en soupirant à ces étranges vicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaiter maintenant la continuation de ces rapports, après l'avoir amené jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyait partir Darcy avec regret, et cet exemple immédiat des conséquences que devait avoir la conduite de Lydia lui fut, au milieu de ses réflexions, une nouvelle cause d'angoisse. Depuis qu'elle avait lu la seconde lettre, elle n'avait plus le moindre espoir quant à l'honnêteté des intentions de Wickham et à son dessein d'épouser Lydia. Il fallait être Jane pour se flatter d'une telle illusion. Tant qu'elle n'avait connu que le contenu de la première lettre, elle s'était demandé avec une surprise indicible comment Wickham pouvait avoir l'idée d'épouser une jeune fille qu'il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l'attacher lui semblait également incompréhensible. Mais tout s'expliquait maintenant. Pour ce genre d'attachement, Lydia avait suffisamment de charme. Certes, Élisabeth ne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à un enlèvement où il n'aurait pas été question de mariage, mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu ni le bon sens ne pouvaient empêcher sa sœur de devenir une proie facile. Il lui tardait maintenant d'être de retour. Elle brûlait d'être sur les lieux, de pouvoir se renseigner, et de partager avec sa sœur les soucis qui, dans une maison aussi bouleversée, et en l'absence du père, devaient retomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voir rester vains les efforts tentés pour sauver Lydia, elle estimait l'intervention de son oncle de la plus haute importance, et attendait son retour dans la plus douloureuse agitation. Mr. et Mrs. Gardiner arrivèrent tout effrayés, le rapport du domestique leur ayant fait croire que leur nièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura sur ce point, et leur communiqua immédiatement les 2 lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post-scriptum de la seconde. L'affliction de Mr. et de Mrs. Gardiner fut profonde, bien que Lydia n'eût jamais été leur favorite, mais il ne s'agissait pas d'elle seule. Sa disgrâce atteignait toute sa famille. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, Mr. Gardiner promit sans hésiter tout son concours. Sa nièce, bien qu'elle n'attendît pas moins de lui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Tous 3 se trouvant animés du même esprit, leurs dispositions en vue du départ furent prises rapidement. Il fallait se mettre en route aussi vite que possible. « Et notre invitation à Pemberley, qu'allons-nous faire à ce sujet » s'écria Mrs. Gardiner. « John nous a dit que Mr. Darcy était présent quand vous l'avez envoyé nous chercher. Est-ce bien exact ?»« Parfaitement. Et je lui ai dit que nous ne pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. » « Qu'est-ce qui est réglé ?» se demandait la tante en courant à sa chambre pour se préparer au départ. Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité? Je donnerais beaucoup pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Si Élisabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle se serait sûrement crue incapable de faire quoi que ce fût dans le désarroi où elle se trouvait. Mais elle dut aider sa tante dans ses préparatifs qui comprenaient l'obligation d'écrire à tous leurs amis à Lambton afin de leur donner une explication plausible de leur départ subit. En 1 heure, cependant, tout fut terminé, et Mr. Gardiner ayant pendant ce temps réglé ses comptes à l'hôtel, il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Élisabeth se trouva, en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposé, installée en voiture et sur la route de Longbourn. Et c'est la fin du chapitre 46, les amis.
Nous marquons une courte pause. Ok, intéressant. Intéressant, ça prend encore de nouveaux embranchements, j'ai envie de dire, ça change encore un petit peu d'histoire. On repart plus sur l'histoire des sœurs que l'histoire d'Elisabeth en elle-même, mais en même temps, ça nourrit l'histoire d'Elisabeth, ce qui est intéressant du coup. Parce que bon, malgré tout, Elisabeth Darcy, c'est le duo qu'on voit évoluer vraiment d'un bout à l'autre du roman. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'incartades comme ça avec les sœurs notamment, pas que, mais notamment avec les sœurs. Donc c'est toujours intéressant de voir évoluer ce petit monde. Après, il y a des trucs que je trouve choquants, mais je pense que voilà, c'est l'époque qui veut ça. Quoique ça doit exister encore de nos jours. Mais c'est marrant parce que le fait de s'inquiéter pour un membre de sa famille et de sa relation, voilà, euh, on va dire amoureuse, même si on ne sait pas exactement de quoi il retourne, je peux comprendre. Par contre, le fait que instinctivement ça amène l'idée à chacun de mon Dieu, il traîne notre famille dans la boue, c'est la disgrâce sur nous. Ça, je suis en mode waouh. Ça doit encore exister comme manière de penser. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu une pensée d'un autre âge, quoi. Après, c'est logique, j'ai envie de dire, avec le cadre que nous dépeint Jane Austen, avec l'époque à laquelle elle a écrit ça, et ainsi de suite. Mais ouais, c'est vrai que c'est une pensée tellement loin de ma manière de voir les choses que j'ai du mal avec cette idée-là. Euh, et après, ce que je trouve drôle, c'est qu'une autre pensée vient s'imposer à elle constamment. Et du coup, c'est la pensée de Darcy et de ce que pense Darcy et de je crois que Darcy m'aime plus. De j'aimerais bien voir comment il va réagir, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense et tout ça. Enfin bref, je trouve ça bien retranscrit dans la narration. Le trouble, encore une fois, dont je parlais la fois passée. Le trouble de l'esprit de Jane, mais même de Darcy. De Jane. D'Elizabeth. Mais même de Darcy en vérité, je pense. Euh, Par contre, c'est tellement. J'ai envie de dire, c'est tellement le coup classique. C'est un truc qui a tendance à m'agacer, moi, personnellement. Après, j'ai envie de dire, les gens qui souffrent de ce mal, je pense qu'ils ne le font pas exprès. Mais c'est vrai que c'est un truc qui a tendance à m'agacer et qu'on voit beaucoup. Je trouve que c'est presque un poncif, entre guillemets, des histoires d'amour qu'on peut voir en série, en film ou autre histoire, autre fiction, mais aussi dans la vérité, dans la réalité, pardon. Ce cliché de ça y est, maintenant qu'il ne m'aime plus, je l'aime. Et ça, je trouve, je suis en mode, ça, tu sais, il y a ce truc frustrant, je trouve, dans les histoires où il y a ça. Parce que t'as envie de leur foutre des baffes, t'as envie de leur dire, mais putain, tu fais exprès. Enfin, ouais. Mais bon, en même temps, je pense que, encore une fois, c'est bien vu de la part de l'autrice, de la part de Jane Austen, parce que je pense vraiment que beaucoup de gens qui ont cette manière de fonctionner dans la vraie vie, bah, ils font pas exprès. Ils font pas exprès. Mais c'est vrai que, voilà, d'un point de vue spectateur, c'est frustrant. T'es en mode, mais putain, c'est pas possible. Genre, vous vous tournez autour, quoi. C'est vraiment, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ça, enfin, je trouve que ça a quelque chose de frustrant et d'insupportable comme ça, de bouillonnant en mode, mais putain, aimez-vous en même temps, bordel de cul. Enfin ouais. Donc bon, je trouve ça drôle à suivre à la limite, parce que justement, alors ça, on n'est pas tous d'accord peut-être là-dessus, mais de toute manière, tout le monde a ses avis et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que ce que j'apprécie dans une œuvre, c'est que ça me fasse ressentir des choses. Et je dirais en fait, ouais, un mélange de deux choses. Que ça me fasse réfléchir, pardon, et que ça me fasse ressentir des choses. Euh, et là, en l'occurrence, ça fait les deux parce que, à la fois, je trouve que Jane Austen raconte très bien des rapports humains qui peuvent avoir réellement lieu, et je trouve qu'elle a une manière de les raconter qui est très subtile au final. Ça pourrait paraître comme de la littérature très simple, mais je trouve qu'elle a une certaine subtilité dans sa manière de présenter les choses. De présenter notamment la psyché de ces personnages. Et à la fois, ça fait ressentir des choses parce que, ouais, même s'il y a de la frustration et tout, bah, c'est une sensation, quoi.
C'est un truc qui vient te chercher pendant la lecture, donc je trouve ça cool. Moi, j'aime les choses qui viennent me chercher. Genre, j'aime une œuvre où je vais être bouleversé, où je vais être en colère, où je vais être ceci. Alors après, bien sûr, il y a différentes manières d'être en colère et ainsi de suite. Donc forcément, c'est pas une vérité absolue. Mais ouais, c'est pour moi ça peut être par analogie l'équivalent du sentiment de un personnage qu'on adore détester, quoi. C'est un peu dans ce même ordre d'idée. Donc en vrai, plutôt sympa, plutôt très sympa. Je continue à être bien dedans. J'aime bien aussi que bon, ça arrive souvent, mais c'est vrai que Jane Austen a déjà fait plusieurs fois comment dire? J'ai plus l'expression dédiée, ça m'embête. A plusieurs fois eu recours aux lettres dans son œuvre. Et ça, c'est un truc que j'aime assez aussi dans les œuvres. Quand il y a un peu un mélange comme ça de narration, de dialogue, de monologue, de dialogue, enfin de monologue interne, de lettres et d'autres formes peut-être encore. Donc ça, pareil, je trouve ça agréable, ça redynamise un peu le texte, ça change un petit peu. Je vais dire que ça entretient la dynamique. Comment dire? Ça revient chercher comme ça le lecteur, donc c'est cool. Ça lui redonne à grignoter. Bien, je pense que je vais poursuivre parce que je suis en train de pas mal mourir de chaud, donc si je peux finir le live pas trop tard, ça m'arrangerait, je vais pas vous mytho. Que je puisse enlever cette chemise et me prélasser sur mon lit, n'est-ce pas? Je vais vous lire le chapitre 47. Ouais, 47. J'effectuerai une autre pause et ensuite on terminera par deux chapitres un peu plus courts. Et on sera bon pour ce soir. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la pause. Chapitre 47. Plus je réfléchis à cette affaire, Elisabeth, lui dit son oncle comme il quittait la ville, plus j'incline à penser comme votre sœur aînée. Il me semble si étrange qu'un jeune homme ait pu former un tel dessein sur une jeune fille qui n'est pas certes sans protecteurs et sans amis, et qui de plus résidait dans la famille de son colonel, que je suis très enclin à adopter la supposition la plus favorable. Wickham pouvait-il s'attendre à ce que la famille de Lydia n'intervînt pas, ou pouvait-il ignorer qu'il serait mis au banc de son régiment après un tel affront fait au colonel Forster? Le risque serait hors de proportion avec le but. Le croyez-vous vraiment? S'écria Elisabeth, dont le visage s'éclaira un instant. Pour ma part, s'écria Mrs. Gardiner, je commence à être de l'avis de votre oncle. Il y aurait là un trop grand oubli de la bienséance, de l'honneur et de ses propres intérêts pour que Wickham puisse en être accusé. Vous-même, Lizzie, avez-vous perdu toute estime pour lui au point de l'en croire capable? Capable de négliger ses intérêts, non, je ne le crois pas. Mais de négliger tout le reste, oui, certes. Si cependant tout était pour le mieux. Mais je n'ose l'espérer. Pourquoi, dans ce cas, ne serait-il pas parti pour l'Écosse? En premier lieu, répliqua Mr. Gardiner, il n'y a pas de preuve absolue qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le fait qu'ils ont quitté la voiture de poste pour prendre une voiture de louage est une bien forte présomption. En outre, on n'a pu relever d'eux aucune trace sur la route de Barnet. Eh bien, supposons qu'ils soient à Londres. Ils peuvent y être pour se cacher, mais sans autre motif plus blâmable, n'ayant sans doute ni l'un ni l'autre beaucoup d'argent, ils ont pu trouver plus économique, sinon aussi expéditif, de se faire marier à Londres plutôt qu'en Écosse. Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi ce mariage clandestin? Non, non, cela n'est pas vraisemblable. Son ami le plus intime, vous l'avez vu dans le récit de Jane, est persuadé qu'il n'a jamais eu l'intention d'épouser Lydia. Jamais Wickham n'épousera une femme sans fortune, ses moyens ne le lui permettent pas. Et quels attraits possède donc Lydia, à part sa jeunesse et sa gaieté, pour le faire renoncer en sa faveur à un mariage plus avantageux? Quant à la disgrâce qu'il encourrait à son régiment, je ne puis en juger, mais j'ai bien peur que votre dernière raison ne puisse se soutenir. Lydia n'a pas de frère pour prendre en main ses intérêts, et Wickham pouvait imaginer, d'après ce qu'il connaît de mon père, de son indolence et du peu d'attention qu'il semble donner à ce qui se passe chez lui, qu'il ne prendrait pas cette affaire aussi tragiquement que bien des pères de famille.
Mais croyez-vous Lydia assez fermée à tout sentiment autre que sa folle passion pour consentir à vivre avec Wickham sans qu'il soit marié? Il est vraiment affreux, répondit Élisabeth, les yeux pleins de larmes, d'être forcée de douter de sa sœur. Et cependant, je ne sais que répondre. Peut-être suis-je injuste à son égard, mais Lydia est très jeune. Elle n'a pas été habituée à penser aux choses sérieuses, et voilà 6 mois que le plaisir et la vanité sont toutes ses préoccupations. On l'a laissée libre de disposer de son temps de la façon la plus frivole, et de se gouverner à sa fantaisie. Depuis que le régiment a pris ses quartiers à Meriton, elle n'avait plus en tête que le flirt et les militaires. Bref, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Comment dirais-je, pour donner encore plus de force à des penchants déjà si accusés. Et vous savez comme moi que Wickham, par la séduction de ses manières et de sa personne, a tout ce qu'il faut pour tourner une tête de jeune fille. Mais vous voyez, dit sa tante, que Jane ne juge pas Wickham assez mal pour le croire capable d'un tel scandale. Qui Jane a-t-elle jamais jugé sévèrement? Cependant, elle connaît Wickham aussi bien que moi. Nous savons toutes deux qu'il est dépravé au véritable sens du mot, qu'il n'a ni loyauté ni honneur, et qu'il est aussi trompeur qu'insinuant. Vous savez vraiment tout cela? S'écria Mrs. Gardiner, brûlant de connaître la source de toutes ces révélations. Oui, certes, répliqua Élisabeth en rougissant. Je vous ai parlé l'autre jour de l'infamie de sa conduite envers Mr. Darcy. Vous-même, pendant votre séjour à Longbourn, avez pu entendre de quelle manière il parlait de l'homme qui a montré à son égard tant de patience et de générosité. Il y a d'autres circonstances que je ne suis pas libre de raconter. Ces mensonges sur la famille de Pemberley ne comptent plus. Par ce qu'il m'avait dit de Miss Darcy, je m'attendais à trouver une jeune fille fière, distante et désagréable. Il savait pourtant qu'elle était aussi aimable et aussi simple que nous l'avons trouvée. Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela? Peut-elle ignorer ce dont vous et Jane paraissez si bien informés? Hélas, c'est bien là le pire. Jusqu'à mon séjour dans le Kent, pendant lequel j'ai beaucoup vu Mr. Darcy et son cousin, le colonel Fitzwilliam, j'ignorais moi-même la vérité. Quand je suis revenu à la maison, le régiment allait bientôt quitter Meriton. Ni Jane ni moi n'avons jugé nécessaire de dévoiler ce que nous savions. Quand il fut décidé que Lydia irait avec les Forster à Brighton, la nécessité de lui ouvrir les yeux sur le véritable caractère de Wickham ne m'est pas venue à l'esprit. Vous devinez combien j'étais loin de penser que mon silence pût causer une telle catastrophe. Ainsi, au moment du départ pour Brighton, vous n'aviez aucune raison de les croire épris l'un de l'autre. Aucune, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne puis me rappeler le moindre indice d'affection. Pourtant, si quelque chose de ce genre avait été visible, vous pensez que dans une famille comme la nôtre, on n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. Lors de l'arrivée de Wickham à Meriton, Lydia était certes pleine d'admiration pour lui, mais elle n'était pas la seule, puisqu'il avait fait perdre la tête à toutes les jeunes filles de Meriton et des environs. Lui-même, de son côté, n'avait paru distinguer Lydia par aucune attention particulière. Aussi, après une courte période d'admiration effrénée, le caprice de Lydia s'était éteint, et elle avait rendu sa préférence aux officiers qui se montraient plus assidus auprès d'elle. On s'imagine facilement que tel fut l'unique sujet de conversation durant tout le temps du voyage, bien qu'il n'y eût dans tout ce qu'ils disaient rien qui fût de nature à donner plus de force à leurs craintes et à leurs espoirs. Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. En voyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindre Longbourn le jour suivant, à l'heure du dîner. C'était un soulagement pour Élisabeth de penser que l'épreuve d'une longue attente serait épargnée à Jane. Attirés par la vue de la chaise de poste, les petits Gardiner se pressaient sur les marches du perron lorsqu'elle franchit le portail, et au moment où elle s'arrêta, leur joyeuse surprise se traduisit par des gambades et des culbutes. Élisabeth avait déjà sauté de la voiture et, leur donnant à chacun un baiser hâtif, s'était élancée dans le vestibule où elle rencontra Jane, qui descendait en courant de l'appartement de sa mère. Élisabeth, en la serrant affectueusement dans ses bras, pendant que leurs yeux s'emplissaient de larmes, se hâta de lui demander si l'on avait des nouvelles des fugitifs. « Pas encore, dit Jane, mais maintenant que mon cher oncle est là, j'ai l'espoir que tout va s'arranger. Mon père est-il à Londres? Oui, depuis mardi, comme je vous l'ai écrit. Et vous avez reçu de ses nouvelles? Une fois seulement. Il m'a écrit mercredi quelques lignes pour me donner les instructions que je lui avais demandées. Il ajoutait qu'il n'écrirait plus tant qu'il n'aurait rien d'important à nous annoncer. Et notre mère, comment va-t-elle? Comment allez-vous tous? Elle ne va pas mal, je crois, bien que très secouée, mais ne quitte pas sa chambre. Elle sera satisfaite de vous voir tous les trois. Mary et Kitty, Dieu merci, vont bien. Mais vous, s'écria Élisabeth, je vous trouve très pâle. Vous avez dû passer des heures bien cruelles. Jane assura qu'elle allait parfaitement, et leur conversation fut coupée par l'arrivée de Mr. et Mrs. Gardiner,
que leurs enfants avaient retenus jusque-là. Jane courut à eux et les remercia en souriant à travers ses larmes. Mrs. Bennet les reçut comme il pouvait s'y attendre, pleurant, gémissant, accablant d'invectives l'infâme conduite de Wickham, plaignant ses propres souffrances et accusant l'injustice du sort, blâmant tout le monde, excepté la personne dont l'indulgence mal avisée était surtout responsable de l'erreur de sa fille. Si j'avais pu aller avec toute ma famille à Brighton comme je le désirais, cela ne serait pas arrivé. Mais Lydia, la pauvre enfant, n'avait personne pour veiller sur elle. Comment se peut-il que les Forster ne l'aient pas mieux gardée? Il y a eu certainement de leur part une négligence coupable, car Lydia n'était pas fille à agir ainsi si elle avait été suffisamment surveillée. J'ai toujours pensé qu'on n'aurait pas dû la leur confier. Mais comme c'est la règle, on ne m'a pas écouté. Pauvre cher enfant. Et maintenant, voilà Mr. Bennet parti. Il va sûrement se battre en duel avec Wickham s'il le retrouve, et il se fera tuer. Et alors, qu'adviendra-t-il de nous toutes? À peine aura-t-il rendu le dernier soupir que les Collins nous mettront hors d'ici. Et si vous n'avez pas pitié de nous, mon frère, je ne sais vraiment pas ce que nous deviendrons. Tous protestèrent en chœur contre ces sombres suppositions, et Mr. Gardiner, après avoir assuré sa sœur de son dévouement pour elle et sa famille, dit qu'il retournerait à Londres le lendemain pour aider Mr. Bennet de tout son pouvoir à retrouver Lydia. Ne vous laissez pas aller à d'inutiles alarmes, ajouta-t-il. S'il vaut mieux s'attendre au pire, nous n'avons pas de raison de le considérer comme certain. Il n'y a pas tout à fait une semaine qu'ils ont quitté Brighton. Dans quelques jours, nous pouvons avoir de leurs nouvelles, et, jusqu'à ce que nous apprenions qu'ils ne sont pas mariés ni sur le point de l'être, rien ne prouve que tout soit perdu. Dès que je serai à Londres, j'irai trouver votre mari. Je l'installerai chez moi, et nous pourrons alors décider ensemble ce qu'il convient de faire. Oh, mon cher frère, s'exclama Mrs. Bennet, je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Et maintenant, je vous en supplie, où qu'ils soient, trouvez-les. Et s'ils ne sont pas mariés, mariez-les. Que la question des habits de noces ne les retarde pas. Dites seulement à Lydia qu'aussitôt mariée, elle aura tout l'argent nécessaire pour les acheter. Mais par-dessus tout, empêchez Mr. Bennet de se battre. Dites-lui dans quel état affreux vous m'avez vu, à moitié morte de peur, avec de telles crises de frissons, de spasmes dans le côté, de douleurs dans la tête et de palpitations, que je ne puis me reposer ni jour ni nuit. Dites encore à cette chère Lydia de ne pas prendre de décision pour ses achats de toilettes avant de m'avoir vu, parce qu'elle ne connaît pas les meilleures maisons. Oh mon frère, que vous êtes bon. Je sais qu'on peut compter sur vous pour tout arranger. Mr. Gardiner l'assura de nouveau de son vif désir de l'aider, et lui recommanda la modération dans ses espoirs aussi bien que dans ses craintes. La conversation continua ainsi jusqu'à l'annonce du dîner. Alors ils descendirent tous, laissant Mrs. Bennet s'épancher dans le sein de la femme de charge qui la soignait en l'absence de ses filles. Bien que la santé de Mrs. Bennet ne parût pas réclamer de telles précautions, son frère et sa belle-sœur ne cherchèrent pas à la persuader de quitter sa chambre, car ils savaient qu'elle était incapable de se taire à table devant les domestiques, et ils jugeaient préférable qu'une seule personne, la servante en qui l'on pouvait avoir le plus de confiance, reçût la confidence de ses craintes et de ses angoisses. Dans la salle à manger, ils furent bientôt rejoints par Mary et Kitty, que leurs occupations avaient empêché de paraître plus tôt. L'une avait été retenue par ses livres, l'autre par sa toilette. Toutes deux avaient le visage suffisamment calme. Néanmoins, l'absence de sa sœur favorite, ou le mécontentement qu'elle avait encouru en elle-même en cette affaire, donnait à la voix de Kitty un accent plus désagréable que d'habitude. Quant à Mary, elle était assez maîtresse d'elle-même pour murmurer à Élisabeth dès qu'elles furent assises à table. C'est une bien regrettable histoire, et qui va faire beaucoup parler. Mais, de ce triste événement, il y a une leçon utile à tirer. C'est que chez la femme, la perte de la vertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragile qu'elle est précieuse, et que nous ne saurions être trop en garde contre les représentants indignes de l'autre sexe. Élisabeth lui jeta un regard stupéfait, et se sentit incapable de lui répondre. Dans l'après-midi, les deux aînés purent avoir une demi-heure de tranquillité. Élisabeth en profita pour poser à Jane maintes questions. « Donnez-moi tous les détails que je ne connais pas encore. Qu'a dit le colonel Forster? N'avait-il, lui et sa femme, conçu aucun soupçon avant le jour de l'enlèvement? On devait voir Lydia et Wickham souvent ensemble. » Le colonel Forster a avoué qu'il avait à plusieurs reprises soupçonné une certaine inclination, du côté de Lydia surtout, mais rien dont on eût lieu de s'alarmer. Je suis si fâché pour ce pauvre colonel. Il est impossible d'agir avec plus de cœur qu'il ne l'a fait. Il se proposait de venir nous exprimer sa contrariété avant même de savoir qu'il n'était pas parti pour l'Écosse. Dès qu'il a été renseigné, il a hâté son voyage. Et Denny, est-il vraiment convaincu que Wickham ne voulait pas épouser Lydia? Le colonel Forster a-t-il vu Denny lui-même? Oui, mais questionné par lui,
Denny a nié avoir eu connaissance des plans de son camarade et n'a pas voulu dire ce qu'il en pensait. Ceci me laisse espérer qu'on a pu mal interpréter ce qu'il m'avait dit en premier lieu. Jusqu'à l'arrivée du colonel, personne de vous, naturellement, n'éprouvait le moindre doute sur le but de leur fuite. Comment un tel doute aurait-il pu nous venir à l'esprit? J'éprouvais bien quelque inquiétude au sujet de l'avenir de Lydia, la conduite de Wickham n'ayant pas toujours été sans reproche. Mais mon père et ma mère ignoraient tout cela, et sentaient seulement l'imprudence d'une telle union. C'est alors que Kitty, avec un air de se prévaloir de ce qu'elle en savait plus que nous a avoué que Lydia, dans sa dernière lettre, l'avait préparé à cet événement. Elle savait qu'il s'aimait, semble-t-il, depuis plusieurs semaines. Mais pas avant le départ pour Brighton. Non, je ne le crois pas. Et le colonel Forster semblait-il juger lui-même Wickham défavorablement? Le connaît-il sous son vrai jour? Je dois reconnaître qu'il n'en a pas dit autant de bien qu'autrefois. Il le trouve imprudent et dépensier, et depuis cette triste affaire, on dit dans Meryton qu'il y a laissé beaucoup de dettes. Mais je veux espérer que c'est faux. Oh, Jane, si seulement nous avions été moins discrètes, si nous avions dit ce que nous savions, rien ne serait arrivé. Peut-être cela eût-il mieux valu, mais nous avons agi avec les meilleures intentions. Le colonel Forster a-t-il pu vous répéter ce que Lydia avait écrit à sa femme? Il a apporté la lettre elle-même pour nous la montrer. La voici. Et Jane, la prenant dans son portefeuille, la tendit à Élisabeth. La lettre était ainsi conçue. Ma chère Harriet, vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suis parti. Je ne puis m'empêcher de rire moi-même en pensant à la surprise que vous aurez demain matin, lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là. Je pars pour Gretna Green, et si vous ne devinez pas avec qui, c'est que vous serez bien sotte, car il n'y a que lui qui existe à mes yeux. C'est un ange, et je l'adore. Aussi ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vous donnez pas la peine d'écrire à Longbourn, si cela vous ennuie. La surprise n'en sera que plus grande lorsqu'on recevra là-bas une lettre de moi signée Lydia Wickham. La bonne plaisanterie. J'en ris tellement que je puis à peine écrire. Dites à Pratt mon regret de ne pouvoir danser avec lui ce soir. Il ne m'en voudra pas de ne point tenir ma promesse quand il saura la raison qui m'en empêche. J'enverrai chercher mes vêtements dès que je serai à Longbourn, mais je vous serai reconnaissante de dire à Sally de réparer un grand accroc à ma robe de mousseline brodée avant de l'emballer. Mes amitiés au colonel Forster, j'espère que vous boirez tous deux à notre santé et à notre heureux voyage. Votre amie affectionnée, Lydia. Et cervelée, insouciante Lydia, s'écria Élisabeth. Écrire une telle lettre dans un moment pareil. Toutefois, ceci nous montre que de son côté, il n'y avait pas de honteuses intentions. Mon pauvre père, quel coup pour lui. Il a été positivement atterré. Pendant quelques minutes, il est resté sans pouvoir articuler une syllabe. Ma mère s'est trouvée mal, et la maison a été dans un état de confusion indescriptible. Oh, Jane, s'écria Élisabeth, y a-t-il un seul de nos domestiques qui n'ait tout connu avant la fin de la journée? Je ne sais. Il est bien difficile d'être sur ses gardes en de tels moments. Notre mère avait des attaques de nerfs, et je faisais tout mon possible pour la soulager. Mais je crains de n'avoir pas fait tout ce que j'aurais pu. L'horreur et le chagrin m'ôtaient presque l'usage de mes facultés. Toutes ces fatigues ont excédé vos forces. Vous avez l'air épuisé. Oh, que n'étais-je avec vous? Tous les soins et toutes les angoisses sont retombés sur vous seul. Mary et Kitty ont été très gentilles. Ma tante Phillips, venue à Longbourn mardi, après le départ de notre père, a eu l'obligeance de rester avec nous jusqu'à jeudi. Lady Lucas, elle aussi, nous a montré beaucoup de bonté. Elle est venue mercredi nous apporter ses condoléances et nous offrir ses services ou ceux de ses filles au cas où nous en aurions besoin. Lady Lucas aurait mieux fait de rester chez elle, s'écria Élisabeth. Peut-être ses intentions étaient-elles bonnes, mais dans une infortune comme la nôtre, moins on voit ses voisins et mieux cela vaut. Leur assistance ne peut être d'aucun secours et leurs condoléances sont importunes. Qu'ils triomphent au loin et nous laissent en paix. Elle s'enquit alors des mesures que Mr. Bennet, une fois à Londres, comptait prendre pour retrouver sa fille. Il voulait, je crois, aller à Epsom, car c'est là que Wickham et Lydia ont changé de chevaux pour la dernière fois, et voir s'il pouvait obtenir des postillons quelques renseignements. Son but principal était de découvrir la voiture de louage qu'ils avaient prise à Clapham. Cette voiture avait amené de Londres un voyageur. S'il pouvait connaître la maison où le fiacre avait déposé son voyageur, il aurait à faire là aussi une enquête qui pouvait, pensait-il, lui faire découvrir le numéro et la station du fiacre. J'ignore ses autres projets. Il avait si grande hâte de partir, et il était tellement troublé, que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lui arracher ces quelques renseignements. Et c'est la fin
du chapitre 47. Nous marquons une petite pause. Petite pause avant qu'on termine la soirée avec 2 petits chapitres. Ok, l'histoire s'emballe, s'envole autour de cet événement, de la fuite de Lydia, dirons-nous. C'est quand même particulier, hein. C'est vrai que faut vraiment se mettre avec la mentalité de l'époque, quoi. Enfin, ouais. D'un autre côté, faut se dire, je sais pas, d'un autre côté, il y a un peu ce truc-là de, est-ce que Lydia n'est pas en droit de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie et ainsi de suite? D'un autre côté, elle est très jeune, 16 ans, il me semble que c'est dit dans un chapitre précédent. Donc d'un autre côté, elle est très jeune, elle a 16 ans, et il y a toute cette affaire de réputation, de famille, de qui va donner la dot, et ceci et cela, bref. Et puis oui, il y a forcément aussi forcément un peu d'émotionnel, en mode, bah si je sais que c'est un salaud qui va se marier avec ma sœur, est-ce que je réagis, quoi? Et du coup, ça pose des questions assez intéressantes aussi, je trouve, à- notamment dans les plaintes, je vais dire, ou dans les regrets d'Elisabeth, ce truc de est-ce que quand on sait quelque chose dont on pense qu'il n'est pas grave, il faut le taire, parce que du coup là elle s'en veut de pas lui avoir dit alors qu'elle savait, quoi. Et en l'occurrence dans les circonstances ça aurait pas été choquant, genre elle aurait pu le dire aussi, quoi, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est marrant ce questionnement, cette réflexion qu'on peut avoir là-dessus de à partir de où on a le droit de se mêler de la vie des autres, pour dire quoi. Est-ce que les intentions sont les bonnes aussi, parce qu'on parle beaucoup de bonnes intentions dans ce chapitre. C'est très intéressant, très intéressant. Finalement, c'est ça qui est fascinant, je trouve, avec le texte de Jane Austen. Encore une fois, c'est que en apparence, ça peut paraître simple, et en fait, en un récit relativement simple et vraiment agréable à lire, accessible et tout, il y a plein, plein d'affaires en sous-jacent comme ça. Donc non, c'est très intéressant, je trouve. Et surtout, je trouve que c'est encore une fois assez subtil. Je trouve que Jane Austen, elle a un truc comme ça du bien vu, quoi. Elle capte bien quelque part la manière de réfléchir, la manière de s'exprimer de certaines personnes et tout. Et presque les contradictions internes d'une personne. Donc non, franchement, il y a quand même du bon dans cette œuvre, hein. On va pas se mytho. Je suis vraiment content d'avoir découvert. Encore une fois, je vais pas mentir. Là, pour le coup, autant je vous disais en début de live, le 8e sortilège de Terry Pratchett, j'ai l'impression que c'est fait sur mesure pour me plaire. Autant là, voilà, c'est pas le genre d'œuvre vers lesquelles je vais aller naturellement, vers lesquelles je vais avoir un a priori positif, hein, où je me dis, bon, ça devrait être pour moi. Voilà. C'est pas, ça va pas entrer dans mes préférences, ça va pas entrer dans mon panthéon de mes livres et de mes lectures favorites all time. Mais franchement, je trouve que ça a vraiment, vraiment des atouts, vraiment, vraiment des qualités. Et je suis très content de, de m'être laissé aller à la curiosité, quoi. Bien, sur ce, je vais enchaîner avec les chapitres 48 et 9. Et ça nous mènera donc à la fin de ce live. Hop, je prends mon souffle de 3 secondes parce que là, la chaleur est quand même assommante. Et surtout, étouffante. Ok. On a 2 chapitres, mais il y a un peu plus de pages. Donc je vous reviens dans un peu plus de temps. Mais je pense que le live va durer aux environs de 1h30 en fait. Ça ne devrait pas être si long que ça ce soir. Bien. Bonne écoute que vous me regardiez sur Twitch en live ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques petites minutes pour l'outro.
Chapitre 48. Le lendemain matin, on s'attendait à Longbourn à recevoir une lettre de Mr. Bennet, mais le courrier passa sans rien apporter de lui. Mr. Bennet était connu pour être en temps ordinaire un correspondant plein de négligence. Tout de même, en des circonstances pareilles, les siens attendaient de lui un effort. Ils furent obligés de conclure qu'il n'avait alors envoyé aucune nouvelle rassurante. Mais de cela même, ils auraient aimé être certains. Mr. Gardiner se mit en route pour Londres aussitôt après le passage de la poste. Par lui, du moins, on serait assuré d'être tenu au courant. Il devait insister auprès de Mr. Bennet pour qu'il revînt chez lui le plus tôt possible. Il l'avait promis en partant, au grand soulagement de sa sœur qui voyait dans ce retour la seule chance pour son mari de n'être pas tué en duel. Mrs. Gardiner s'était décidée à rester quelques jours de plus en Hertfordshire avec ses enfants, dans la pensée qu'elle pourrait être utile à ses nièces. Elle les aidait à s'occuper de leur mère et sa présence leur était un réconfort dans leurs moments de liberté. Leur tante Phillips aussi les visitait fréquemment, et toujours, comme elle le disait, dans l'unique but de les distraire et de les remonter. Mais comme elle n'arrivait jamais sans leur apporter un nouveau témoignage des désordres de Wickham, elle laissait généralement ses nièces plus découragées qu'elle ne les avait trouvées. Tout Meryton semblait s'acharner à noircir l'homme qui, 3 mois auparavant, avait été son idole. On racontait qu'il avait laissé des dettes chez tous les commerçants de la ville, et qu'il avait eu des intrigues qu'on décorait du nom de séduction dans les familles de tous ces commerçants. On le proclamait d'une voix unanime l'homme le plus dépravé de l'univers, et chacun commençait à découvrir que ses dehors vertueux ne lui avaient jamais inspiré confiance. Élisabeth, tout en n'ajoutant pas foi à la moitié de ses racontards, en retenait assez pour être de plus en plus convaincue de la perte irrémédiable de sa sœur. Jane elle-même abandonnait tout espoir à mesure que le temps s'écoulait, car si les fugitifs étaient partis pour l'Écosse, ce qu'elle avait toujours voulu espérer, on aurait, selon toute probabilité, déjà reçu de leurs nouvelles. Mr. Gardiner avait quitté Longbourn le dimanche. Le mardi, sa femme reçut une lettre où il disait qu'il avait vu son beau-frère à son arrivée et l'avait décidé à s'installer à Grace Church Street. Mr. Bennet revenait d'Epsom et de Clapham, où il n'avait pu recueillir la moindre information. Il se disposait maintenant à demander des renseignements dans tous les hôtels de Londres, pensant que Wickham et Lydia avaient pu séjourner dans l'un d'eux avant de trouver un logement. Mr. Gardiner n'attendait pas grand-chose de ses recherches, mais comme son beau-frère y tenait, il s'apprêtait à le seconder. Il ajoutait que Mr. Bennet n'était pas disposé pour l'instant à quitter Londres et qu'il allait écrire à sa famille. Un post-scriptum suivait ainsi conçu. Je viens d'écrire au colonel Forster pour lui demander d'essayer de savoir par les camarades de Wickham si ce dernier a des parents ou des amis en passe de connaître l'endroit où il se dissimule. Ce serait un point capital pour nous que de savoir où nous adresser avec des chances de trouver un fil conducteur. Actuellement, nous n'avons rien pour nous guider. Le colonel Forster, j'en suis sûr, fera tout son possible pour nous obtenir ce renseignement. Mais en y réfléchissant, je me demande si Lizzie ne saurait pas nous dire mieux que personne quels peuvent être les proches parents de Wickham. Élisabeth se demanda pourquoi l'on faisait appel à son concours. Il lui était impossible de fournir aucune indication. Elle n'avait jamais entendu Wickham parler de parents autres que son père et sa mère, décédés depuis longtemps. Il était possible en effet qu'un de ses camarades du régiment fût capable d'apporter plus de lumière. Même sans chance sérieuse de réussir, il y avait à faire de ce côté une tentative qui entretiendrait l'espérance dans les esprits. L'une après l'autre, les journées s'écoulaient à Longbourn dans une anxiété que redoublait l'heure de chaque courrier, car toute nouvelle, bonne ou mauvaise, ne pouvait venir que par la poste. Mais avant que Mr. Gardiner écrivît de nouveau, une lettre venant d'une toute autre direction, une lettre de Mr. Collins, arriva à l'adresse de Mr. Bennet. Jane, chargée de dépouiller le courrier de son père, l'ouvrit, et Élisabeth, qui connaissait le curieux style des lettres de son cousin, lut par-dessus l'épaule de sa sœur. « Mon cher monsieur, nos relations de parenté et ma situation de membre du clergé me font un devoir de prendre part à la douloureuse affliction qui vous frappe, et dont nous avons été informés hier par une lettre du Hertfordshire. Croyez bien, cher monsieur, que Mrs. Collins et moi sympathisons sincèrement avec vous et toute votre respectable famille dans votre présente infortune, d'autant plus amère qu'elle est irréparable. Je ne veux oublier aucun argument capable de vous réconforter dans cette circonstance affligeante entre toutes pour le cœur d'un père. La mort de votre fille eût été en comparaison une grâce du ciel. L'affaire est d'autant plus triste qu'il y a fort à supposer, ainsi que me le dit ma chère Charlotte, que la conduite licencieuse de votre fille provient de la manière déplorable dont elle a été gâtée.
Cependant, pour votre consolation et celle de Mrs. Bennet, j'incline à penser que sa nature était foncièrement mauvaise, sans quoi elle n'aurait pas commis une telle énormité à un âge aussi tendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes fort à plaindre, et je partage cette opinion non seulement avec Mrs. Collins, mais encore avec Lady Catherine et Miss de Bourgh. Elles craignent comme moi que l'erreur elles craignent comme moi que l'erreur d'une des sœurs ne porte préjudice à l'avenir de toutes les autres, car ainsi que daignait tout à l'heure me le faire remarquer Lady Catherine, qui voudrait maintenant s'allier à votre famille. Et cette considération me porte à réfléchir sur le passé avec encore plus de satisfaction, car si les événements avaient pris un autre tour, en novembre dernier, il me faudrait participer maintenant à votre chagrin et à votre déshonneur. Laissez-moi vous conseiller, cher monsieur, de reprendre courage, de rejeter loin de votre affection une fille indigne, et de la laisser recueillir les fruits de son coupable égarement. Croyez, cher monsieur, etc. Mr. Gardiner ne réécrivit qu'après avoir reçu la réponse du colonel Forster, mais il n'avait rien de satisfaisant à communiquer. On ne connaissait à Wickham aucun parent avec qui il entretint des rapports, et très certainement il n'avait plus de famille proche. Il ne manquait pas de relations banales, mais depuis son arrivée au régiment, on ne l'avait vu se lier intimement avec personne. L'état pitoyable de ses finances était pour lui un puissant motif de se cacher, qui s'ajoutait à la crainte d'être découvert par la famille de Lydia. Le bruit se répandait qu'il avait laissé derrière lui des dettes de jeu considérables. Le colonel Forster estimait qu'il faudrait plus de 1000 livres pour régler ses dépenses à Brighton. Il devait beaucoup en ville, mais ses dettes d'honneur étaient plus formidables encore. Mr. Gardiner n'essayait pas de dissimuler ses faits. Jane les apprit avec horreur. « Quoi? Wickham, un joueur? C'est inouï, s'écriait-elle. Je ne m'en serais jamais douté. » La lettre de Mr. Gardiner annonçait aux jeunes filles le retour probable de leur père le lendemain même, qui était un samedi. Découragé par l'insuccès de ses tentatives, il avait cédé aux instances de son beau-frère qui l'encourageait à retourner auprès des siens en lui laissant le soin de poursuivre ses recherches à Londres. Cette détermination ne causa pas à Mrs. Bennet la joie à laquelle on s'attendait, après les craintes qu'elle avait manifestées pour l'existence de son mari. « Comment? Il revient sans cette pauvre Lydia. Il quitte Londres avant de les avoir retrouvés. Qui donc, s'il s'en va, se battra avec Wickham pour l'obliger à épouser Lydia ?» Comme Mrs. Gardiner désirait retourner chez elle, il fut convenu qu'elle partirait avec ses enfants le jour du retour de Mr. Bennet. La voiture les transporta donc jusqu'au premier relais et revint à Longbourn avec son maître. Mrs. Gardiner repartait non moins intriguée au sujet d'Elizabeth et de son amie de Pemberley qu'elle l'avait été en quittant le Derbyshire. Le nom de Darcy n'était plus jamais venu spontanément aux lèvres de sa nièce, et le demi-espoir qu'elle-même avait formé de voir arriver une lettre de lui s'était évanoui. Depuis son retour, Elizabeth n'avait rien reçu qui parût venir de Pemberley. En vérité, on ne pouvait faire aucune conjecture d'après l'humeur d'Elizabeth, son abattement s'expliquant assez par les tristesses de la situation présente. Cependant, celle-ci voyait assez clair en elle-même pour sentir que si elle n'avait pas connu Darcy, elle aurait supporté la crainte du déshonneur de Lydia avec un peu moins d'amertume, et qu'une nuit d'insomnie sur deux lui aurait été épargnée. Lorsque Mr. Bennet arriva chez lui, il paraissait avoir repris son flegme et sa philosophie habituelle. Aussi peu communicatif que de coutume, il ne fit aucune allusion à l'événement qui avait motivé son départ, et ses filles n'eurent pas le courage de lui en parler elles-mêmes. C'est seulement l'après-midi, lorsqu'il les rejoignit pour le thé, qu'Élisabeth osa aborder le sujet. Mais lorsqu'elle lui eut exprimé brièvement son regret de tout ce qu'il avait dû supporter, il répliqua « Ne parlez pas de ça. Comme je suis responsable de ce qui s'est passé, il est bien juste que j'en souffre. » « Ne soyez pas trop sévère pour vous-même, » protesta Élisabeth. « C'est charitable à vous de me prémunir contre un tel danger. Non, Lizzie, laissez-moi sentir au moins une fois dans mon existence combien j'ai été répréhensible. Ne craignez point de me voir accablé par ce sentiment qui passera toujours assez tôt. » « Croyez-vous qu'il soit à Londres ? » ?»« Je le crois. Où pourrait-il être mieux caché ? » Et Lydia souhaitait beaucoup aller à Londres, remarqua Kitty. « Elle peut être satisfaite alors, » dit son père froidement, « car elle y demeurera sans doute quelque temps. » Après un court silence, il reprit. « Lizzie, je ne vous en veux pas d'avoir eu raison contre moi. L'avis que vous m'avez donné au mois de mai, et qui se trouve justifié par les événements, dénote un esprit clairvoyant. » Ils furent interrompus par Jane, qui venait chercher le thé de sa mère. « Quelle aimable mise en scène, et que cela donne d'élégance au malheur !» s'écria Mr. Bennet. « J'ai bonne envie, moi aussi, de m'enfermer dans ma bibliothèque en bonnet de nuit et en robe de chambre, et de donner tout l'embarras possible à mon entourage. Mais peut-être puis-je attendre pour cela que Kitty se fasse enlever à son tour. »
Mais je n'ai pas l'intention de me faire enlever, papa, répliqua Kitty d'un ton vexé. Et si jamais je vais à Brighton, je m'y conduirai beaucoup mieux que Lydia. Vous? Aller à Brighton? Mais je ne voudrais pas vous voir aller même à Eastbourne pour un empire. Non, Kitty. J'ai appris enfin la prudence, et vous en sentirez les effets. Aucun officier désormais ne sera admis à franchir le seuil de ma maison, ni même à passer par le village. Les bals seront absolument interdits, à moins que vous n'y dansiez qu'avec vos sœurs. Et vous ne sortirez des limites du parc que lorsque vous aurez prouvé que vous pouvez consacrer 10 minutes par jour à une occupation raisonnable. Kitty, qui prenait toutes ces menaces à la lettre, fondit en larmes. Allons, allons, ne pleurez pas, lui dit son père. Si vous êtes sage d'ici une dizaine d'années, je vous promets de vous mener à une revue. Chapitre 49. 2 jours après le retour de Mr. Bennet, Jane et Elizabeth se promenaient ensemble dans le bosquet derrière la maison, lorsqu'elles virent venir la femme de charge. La croyante envoyée par leur mère pour les appeler, les 2 jeunes filles allèrent à sa rencontre, mais Mrs. Hill dit en s'adressant à Jane « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais je pensais qu'on avait reçu de bonnes nouvelles de Londres, et je me suis permis de venir m'en enquérir auprès de vous. » « Que voulez-vous dire, Hill? Nous n'avons rien reçu de Londres. »« Comment, mademoiselle ?» s'écria Mrs. Hill stupéfaite. « Vous ne saviez donc pas qu'il est arrivé pour monsieur un express envoyé par Mr. Gardiner? Il est là depuis une demi-heure et il a remis une lettre à mon maître. » Les jeunes filles couraient déjà vers la maison. Elles traversèrent le hall et se précipitèrent dans la salle à manger, et de là dans la bibliothèque. Leur père ne se trouvait nulle part. Elles allaient monter chez leur mère quand elles rencontrèrent le valet de chambre. « Si vous cherchez monsieur, mademoiselle, il est parti vers le petit bois. » Sur cette indication, elles s'élancèrent hors de la maison et traversèrent la pelouse en courant pour rejoindre leur père qui, d'un pas délibéré, se dirigeait vers un petit bois qui bordait la prairie. Jane, moins légère et moins habituée à courir qu'Elizabeth, fut bientôt distancée, tandis que sa sœur, tout essoufflée, rattrapait son père et lui demandait avidement « Oh, papa, quelle nouvelle, quelle nouvelle! Vous avez bien reçu quelque chose de mon oncle? » Oui, un express vient de m'apporter une lettre de lui. Eh bien, quelle nouvelle contient-elle? Bonnes ou mauvaises? Que peut-on attendre de bon? Dit-il, tirant la lettre de sa poche. Mais peut-être préférez-vous lire vous-même ce qu'il m'écrit. Élisabeth lui prit vivement la lettre des mains. À ce moment, Jane les rejoignit. Lisez-la tout haut, dit Mr. Bennet, car c'est à peine si je sais moi-même ce qu'elle contient. Grace Church Street, mardi 2 août. Mon cher frère, enfin il m'est possible de vous envoyer des nouvelles de ma nièce, et j'espère que, somme toute, elles vous donneront quelque satisfaction. Samedi, peu après votre départ, j'ai été assez heureux pour découvrir dans quelle partie de Londres il se cachait. Je passe sur les détails que je vous donnerai de vive voix. Il suffit que vous sachiez qu'ils sont retrouvés. Je les ai vus tous les 2. « Alors c'est bien comme je l'espérais, s'écria Jane. Ils sont mariés. » Je les ai vus tous les 2. Ils ne sont pas mariés, et je n'ai pas découvert que le mariage entrât dans leurs projets. Mais si vous êtes prêts à remplir les engagements que je me suis risqué à prendre pour vous, je crois qu'il ne tardera pas à avoir lieu. Tout ce qu'on vous demande est d'assurer par contrat à votre fille sa part des 5000 livres qui doivent revenir à vos enfants après vous, et promettre, en outre, de lui servir annuellement une rente de 100 livres, votre vie durant. Étant donné les circonstances, j'ai cru pouvoir souscrire sans hésiter à ces conditions, dans la mesure où je pouvais m'engager pour vous. Je vous envoie cette lettre par express, afin que votre réponse m'arrive sans aucun retard. Vous comprenez facilement par ces détails que la situation pécuniaire de Wickham n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit généralement. Le public a été trompé sur ce point, et je suis heureux de dire que les dettes une fois réglées, il restera un petit capital qui sera porté au nom de ma nièce. Si, comme je le suppose, vous m'envoyez plein pouvoir pour agir en votre nom, je donnerai mes instructions à Egerton, pour qu'il dresse le contrat. Je ne vois pas la moindre utilité à ce que vous reveniez à Londres. Aussi demeurez donc tranquillement à Longbourn, et reposez-vous sur moi. Envoyez votre réponse aussitôt que possible, en ayant soin de m'écrire en termes très explicites. Nous avons jugé préférable que notre nièce résidât chez nous jusqu'à son mariage, et je pense que vous serez de cet avis. Elle nous arrive aujourd'hui. Je vous réécrirai aussitôt que de nouvelles décisions auront été prises. Bien à vous, Edward Gardiner. Est-ce possible? S'écria Élisabeth en terminant sa lecture.
Va-t-il vraiment l'épouser? Wickham n'est donc pas aussi indigne que nous l'avions pensé, dit sa sœur. Mon cher père, je m'en réjouis pour vous. Avez-vous répondu à cette lettre? Demanda Élisabeth. Non, mais il faut que je le fasse sans tarder. Oh, père, revenez vite écrire cette lettre. Pensez à l'importance que peut avoir le moindre détail, le moindre délai. Voulez-vous que j'écrive pour vous, si cela vous ennuie de le faire? Proposa Jane. Cela m'ennuie énormément, mais il faut que cela soit fait. Là-dessus, il fit volte-face et revint vers la maison avec ses filles. Puis-je vous poser une question? Dit Élisabeth. Ces conditions, il n'y a sans doute qu'à s'y soumettre. S'y soumettre. Je suis seulement honteux qu'il demande si peu. Et il faut absolument qu'il se marie? Tout de même, épouser un homme pareil. Oui, oui, il faut qu'il se marie. C'est une nécessité qui s'impose. Mais il y a deux choses que je désire vivement savoir. D'abord, quelle somme votre oncle a dû débourser pour obtenir ce résultat. Ensuite, comment je pourrai jamais m'acquitter envers lui. Quelle somme? Mon oncle? Que voulez-vous dire? S'écria Jane. Je veux dire que pas un homme de sens n'épouserait Lydia pour un appât aussi mince que 100 livres par an pendant ma vie et 5000 après ma mort. C'est très juste, dit Élisabeth. Cette idée ne m'était pas venue encore. Ces dettes payées et en outre un petit capital. Sûrement c'est mon oncle qui a tout fait. Quelle bonté! Quelle générosité! J'ai peur qu'il n'ait fait là un lourd sacrifice. Ce n'est pas avec une petite somme qu'il aurait pu obtenir ce résultat. Non, dit son père. Wickham est fou s'il prend Lydia à moins de 10 000 livres sterling. Je serais fâché d'avoir à le juger si mal dès le début de nos relations de famille. 10 000 livres, juste ciel! Comment pourrait-on rembourser seulement la moitié d'une pareille somme? Mr. Bennet ne répondit point, et tous trois gardèrent le silence jusqu'à la maison. Mr. Bennet se rendit dans la bibliothèque pour écrire, tandis que ses filles entraient dans la salle à manger. Ainsi ils vont se marier, s'écria Élisabeth dès qu'elles furent seules, et dire qu'il faut en remercier la Providence. Qu'ils s'épousent avec des chances de bonheur si minces et la réputation de Wickham si mauvaise, voilà ce dont nous sommes forcés de nous réjouir. Oh, Lydia! Je me console, dit Jane, en pensant qu'il n'épouserait pas Lydia s'il n'avait pour elle une réelle affection. Que notre oncle ait fait quelque chose pour le libérer de ses dettes, c'est probable, mais je ne puis croire qu'il ait avancé 10 000 livres ou une somme qui en approche. Il est père de famille. Comment pourrait-il disposer de 10 000 livres? Si nous n'arrivons jamais à connaître d'un côté le montant des dettes et de l'autre le chiffre du capital ajouté à la dot de Lydia, nous saurons exactement ce qu'a fait pour eux Mr. Gardiner, car Wickham n'a pas 6 pence lui appartenant en propre. Jamais nous ne pourrons assez reconnaître la bonté de mon oncle et de ma tante. Avoir pris Lydia chez eux, et lui accorder pour son plus grand bien leur protection et leur appui, est un acte de dévouement que des années de reconnaissance ne suffiront pas à acquitter. Pour le moment, la voilà près d'eux, et si un tel bienfait n'excite pas ses remords, elle ne mérite pas d'être heureuse. Quel a dû être son embarras devant ma tante à leur première rencontre? Efforçons-nous d'oublier ce qui s'est passé de part et d'autre, dit Jane. J'ai espoir et confiance qu'ils seront heureux. Pour moi, du moment qu'il l'épouse, c'est qu'il veut enfin rentrer dans la bonne voie. Leur affection mutuelle les soutiendra, et je me dis qu'ils mèneront une vie assez rangée et raisonnable pour que le souvenir de leur imprudence finisse par s'effacer. Leur conduite a été telle, répliqua Élisabeth, que ni vous ni moi ni personne ne pourront jamais l'oublier. Il est inutile de se leurrer sur ce point. Il vint alors à l'esprit des jeunes filles que leur mère, selon toute vraisemblance, ignorait encore les nouvelles reçues. Elles allèrent donc trouver leur père dans la bibliothèque et lui demandèrent si elles devaient mettre elles-mêmes Mrs. Bennet au courant. Il était en train d'écrire et, sans lever la tête, répondit froidement « Faites comme il vous plaira. Pouvons-nous emporter la lettre de mon oncle pour la lui lire? Emportez tout ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. » Élisabeth prit la lettre sur le bureau, et les deux sœurs montèrent chez Mrs. Bennet. Kitty et Mary se trouvaient auprès d'elle, si bien que la même communication servit pour tout le monde. Après un court préambule pour les préparer à de bonnes nouvelles, Jane lut la lettre tout haut. Mrs. Bennet avait peine à se contenir. Quand vint le passage où Mr. Gardiner exprimait l'espoir que Lydia serait bientôt mariée, sa joie éclata, et la suite ne fit qu'ajouter à son exaltation. Le bonheur la bouleversait aussi violemment que l'inquiétude, et le chagrin l'avait tourmentée. « Ma Lydia, ma chère petite Lydia !» s'exclama-t-elle. « Quelle joie, elle va se marier, je la reverrai, elle va se marier à 16 ans. Oh, mon bon frère, je savais bien qu'il arrangerait tout. Comme il me tarde de la revoir et de revoir aussi ce cher Wickham. Mais les toilettes,
les toilettes de noces. Je vais écrire tout de suite à ma sœur Gardiner, pour qu'elle s'en occupe. Lizzie, mon enfant, courez demander à votre père combien il lui donnera. Non, restez, restez, j'y vais moi-même. Sonnez il, Kitty, je m'habille à l'instant. Lydia, ma chère Lydia, comme nous serons contents de nous retrouver. Jane tenta de calmer ses transports en représentant à sa mère les obligations que leur créait le dévouement de Mr. Gardiner. Car, dit-elle, nous devons pour une bonne part attribuer cet heureux dénouement à la générosité de mon oncle. Nous sommes persuadés qu'il s'est engagé à aider pécuniairement Mr. Wickham. Eh bien, s'écria sa mère, c'est très juste. Qui pouvait mieux le faire que l'oncle de Lydia? S'il n'avait pas de famille, toute sa fortune devrait revenir à moi et à mes enfants. C'est bien la première fois que nous recevrons quelque chose de lui, à part de menus cadeaux de temps à autre. Vraiment, je suis trop heureuse. J'aurai bientôt une fille mariée. Mrs. Wickham, comme cela sonne bien. Et elle n'a ses 16 ans que depuis le mois de juin. Ma chère Jane, je suis trop émue pour être capable d'écrire moi-même. Aussi je vais dicter et vous écrirez. Plus tard, nous déciderons avec votre père de la somme à envoyer. Mais occupons-nous d'abord de commander le nécessaire. Elle commençait à entrer dans toutes sortes de détails de calicot, de mousseline, de batiste, et elle aurait bientôt dicté d'abondantes commandes si Jane ne l'avait, non sans peine, persuadée d'attendre que Mr. Bennet fût libre pour le consulter. Un jour de retard, observa-t-elle, ne tirait pas à conséquence. L'heureuse mère céda, oubliant son habituelle obstination. D'autres projets, d'ailleurs, lui venaient en tête. « Dès que je serai prête, déclara-t-elle, j'irai à Meryton pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœur Phillips. En revenant, je pourrai m'arrêter chez Lady Lucas et chez Mrs. Long. Kitty, descendez vite, commandez la voiture. Cela me fera grand bien de prendre l'air. Enfin, enfant, puis-je faire quelque chose pour vous à Meryton? Ah, voilà Hill, ma brave Hill, avez-vous appris la bonne nouvelle? Miss Lydia va se marier, et le jour de la noce, vous aurez tous un bol de punch pour vous mettre le cœur en fête. Mrs. Hill aussitôt d'exprimer sa joie. Élisabeth reçut ses compliments comme les autres, puis, lasse de tant d'extravagance, elle chercha un refuge dans sa chambre pour s'abandonner librement à ses pensées. La situation de la pauvre Lydia, en mettant les choses au mieux, était encore suffisamment triste, mais il fallait se féliciter qu'elle ne fût pas pire. Tel était le sentiment d'Élisabeth, et bien qu'elle ne pût compter pour sa sœur sur un avenir de bonheur et de prospérité, en pensant à leurs angoisses passées, elle apprécia les avantages du résultat obtenu. Et c'est la fin du chapitre 49, les amis. Ce sera donc la fin de la lecture pour ce soir et la fin du live. Nous passons à l'outro. Ok, sympa. Je commence à être mitigé malgré tout, hein, je vais pas vous mytho. Dans le sens où je trouve ça toujours agréable à lire, je trouve ça toujours bien écrit. Mais c'est vrai que moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est plus l'histoire d'Élisabeth, quoi. Donc, en plus, Lydia, c'est pas le personnage sur lequel on a le plus délayé depuis le début de l'œuvre. À la limite, Jane, c'est l'une des sœurs qui m'intéresse plus. Mais c'est vrai que Lydia, Kitty et Mary ont parfois certaines interventions intéressantes. Mais bon, voilà. Je préfère que l'histoire soit recentrée sur Jane éventuellement et surtout sur Elizabeth. Et pas tellement sur les autres personnages. Même si j'apprécie de revoir certains personnages, notamment Mr. Bennet. Mrs. Bennet, quand même la supporter, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Et Mr. Bennet, il semblait beaucoup plus froid et... Comment dire? Il avait toujours un peu de... Alors c'était sarcastique, c'était tranchant, mais c'était avec de l'humour quelque part. Enfin, en tout cas, il y avait... On sentait comme ça une lueur d'intelligence un peu humoristique. Là, je trouve qu'il était beaucoup plus dur, beaucoup plus froid. Mais en même temps, je trouve que c'est bien fait aussi parce que, quelque part, ça montre un peu, je pense... ce lien si particulier que peuvent avoir certains pères avec leur enfant, peut-être. Quoique, je me demande parce que j'ai l'impression quand même que dans ce roman et à cette époque et dans ces familles, dans ce milieu mondain, ce qui prime, c'est quand même beaucoup les histoires de thunes, quoi. Donc bon, je sais pas. Je suis assez mitigé sur tout ça.
c'est pas les chapitres qui m'auront le plus intéressé de l'œuvre, dirons-nous. Mais bon, ça reste cool, ça reste cool. Et c'est marrant de voir qu'il y a quand même des phrases pour dire ah tiens, Darcy ne dit rien, il n'y a pas eu de lettre de Darcy. Donc voilà, ça reste quand même en fond. On sent que ça a été mis de côté, mais que ça reste en fond quand même, que ça continue d'interpeller Elisabeth. Mais voilà, moi j'ai hâte que les projecteurs se retournent de nouveau vers Darcy et Elisabeth, pour être franc. Et du coup, de rien, Nicolas, merci à vous d'être passé sur le chat et tout, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Sur ce, comme je vous le disais en début de live, ça sera le seul live de la semaine, puisque moi, en fin de semaine, je suis censé voir Blink 182 en concert, si tout se passe bien. De même, il n'y aura pas de veillée dimanche, parce que voilà, je vais être occupé en fin de semaine. Par contre, on se retrouve dès mardi et vendredi pour la suite et fin, je pense, d'Orgueil et Préjugés. On arrive à la page 294 sur... Ah, quoi que ça va peut-être être juste, je sais pas encore. 370, on va dire. Donc ça fait 76 pages. Donc ça fait 38 pages. Faudrait que je vous lise 2 fois 38 pages. En vrai, ça se fait. Ça se fait. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen qu'on termine Orgueil et Préjugés la semaine prochaine, mardi, vendredi. Sachant que, en plus, souvent sur le dernier live, j'aime bien faire des lives un peu plus longs. Donc en vrai, il y a moyen. Pour finir en beauté, quoi. Il y a moyen. Ce qui veut dire que, vraisemblablement, la semaine du 12 et du 15, on termine Orgueil et Préjugés. Et vraisemblablement, je pense être en mesure de vous dire à peu près, mais de toute manière, je mettrai les programmes des lives tous les lundis. Je rappelle, sur mes réseaux, tous les lundis, je mets le programme des lives. Donc je vous confirmerai ça, mais on peut imaginer que mardi 19, vendredi 22 et peut-être dimanche 24, on commence à faire 2 lectures simultanées et on commence du coup à vous lire soit Conte nocturne de Hoffman, soit une 100 et 1000, je sais plus comment il s'appelle, puis j'ai du mal à retenir ce nom. Une personne 100 et 1000, je crois, de Luigi Pirandello. Soit les poésies de Mallarmé. Et ça sera même sûrement du coup un combo, étant donné que je vais vous faire deux lectures simultanées. Ou peut-être qu'on essaie de glisser une pièce de théâtre dans tout ça. Je vais voir, je vais réfléchir à la question. Si vous avez des envies, vous pouvez essayer de m'influencer. Pas dit que ça marche, mais vous pouvez essayer. L'argent, l'apparence et la situation sociale, une époque compliquée. Oui, voilà, c'est ça, Nicolas. C'est qu'il faut replacer dans son contexte qui n'est pas du tout le même. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant avec ce texte. C'est que Jane Austen décrit très très bien ce milieu mondain et à la fois le critique de manière assez acide sur certaines phrases et assez subtile dans l'ensemble de l'œuvre parce qu'il y a quand même un ton humoristique sur pas mal de passages en fait. Enfin voilà. Si vous m'avez regardé en rediffusion, je le dis pas souvent, j'oublie de plus en plus de le dire, mais bref, si vous m'avez regardé en rediffusion, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux différents réseaux, à me suivre partout pour être au courant de tout ce qui se passe. Moi dans l'ombre, je continue à corriger petit à petit, j'ai pas mal avancé aujourd'hui d'ailleurs, à corriger petit à petit mon livre à paraître, je l'espère pour la fin d'année, je vais tout donner pour, mais c'est pas sûr, parce que ça prend beaucoup de temps la correction. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant, il y a d'autres projets peut-être en travail dans l'ombre, mais bon, je vais essayer de moins en moins vendre ce que je suis en train de faire dans l'ombre, parce qu'après quand ça se fait pas, je suis un peu deg. Voilà. Allez, sur ce, ça m'a fait plaisir, même si c'était le seul rendez-vous de la semaine. Ça m'a fait plaisir de vous croiser. Donc merci Algo, merci Ninindine, merci Niki underscore bien entendu, merci Nicolas pour l'expérience qu'on a partagée ensemble. Algo, est-ce que ton livre est un recueil de poèmes? Alors, le livre que j'ai déjà sorti
triptyque qui est déjà disponible, hop, je vous balance le lien dans le chat, est un recueil de poèmes, même s'il y a aussi une partie avec des chroniques. Et le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un peu une suite spirituelle, je dirais, de mon premier livre, mais plus avec la même forme. Il reste une dimension poétique, mais cette fois-ci, c'est un... Comment je dirais ça? Un ensemble de lettres. Donc voilà, ça va être la forme épistolaire. C'est un ensemble de lettres, et certaines de ces lettres ont une forme très particulière, dont certaines flirtent vraiment avec ce que j'ai déjà pu faire en poésie et avec la poésie. Donc ouais, voilà, je dirais qu'il y a des nuances dans ce melting pot que je suis en train de créer. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à dans une semaine, a priori, pour la suite de la lecture et bientôt la fin. Et bye bye!